Quel bordel, mais quel bordel. Il y en a partout, il y en a partout. Oh mais va falloir pousser les murs, hein. Je vais mettre un écriteau hein, sur l'entrée. Hein. KTM service réparateur agréé quoi. C'est parce que là c'est plus possible. Bon ça c'est bon, ça c'est bon. En plus ils vont encore tous parler dans les commentaires. Hein. Encore une KTM en panne et c'est de la merde. Et c'est pas fiable. Change de marque, tu auras moins de travail. Putain. Qu'est-ce que c'est ce truc encore? Ce truc, c'est un 950 Adventure, marqué là, hein. 950 Adventure, pas trop en forme. Cette moto, elle appartient à une connaissance d'un ami qui m'a contacté hier, me disant que la moto elle fait des bruits bizarres, ça marche pas, bref, c'est de la merde. À croire que je suis spécialiste KTM, hein, spécialiste au moins de tout mon quartier. Donc je lui ai dit, bah écoute, vas-y, amène-moi là, je vais voir ce que je peux faire. Ça tombe bien, j'ai pas assez de bordel en ce moment dans mon garage, j'ai pas assez de chantier en cours, donc je savais pas quoi faire. Plus sérieusement, déjà c'est une KTM, donc tu connais mon amour pour la marque. Ce moteur là c'est un 950, donc en fait c'est le même bloc que le 990 du Super Duke, sauf que c'est la version un petit peu plus ancienne quoi. À carbu, je les connais pas plus, je connais le moteur en lui-même puisque c'est le même. Tout ce qui est après système de carburation, admission d'air, tout ça, je sais même pas comment c'est branlé là-dessous. Donc ça m'intéresse pour tout simplement en apprendre toujours un petit peu plus. Et si j'arrive à le sortir de la galère, tout le monde sera content. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que cette moto, elle est passée chez KTM il y a pas longtemps. Et du coup, c'est pas très rassurant. Loin de moi, attention, je précise quand même. L'idée de dire que à la concession KT, ils n'ont pas fait du bon boulot, hein, on ne sait pas encore ce qu'il en est. Je vais quand même pas citer la concession par principe, des fois qu'on découvre une dinguerie. Bref, venons-en au fait. Le problème en question, tu devrais vite t'en rendre compte. Je ne sais pas si ça sera très audible, mais je ne sais pas si tu entends le cliquettement qui augmente au fur et à mesure. Donc je ne sais pas en vidéo ce que ça va donner. En réalité, je te garantis que le bruit, il n'est pas normal du tout. On peut avoir un point de comparaison avec la mienne. Bien sûr, j'ai des échappements beaucoup plus bruyants. Pour autant, on n'entend pas de bruit niveau distribution, c'est pas normal. En plus de ce problème-là, il y a autre chose qui me chagrine, c'est qu'ici, tu vois, en mettant le contact, il n'y a aucun moyen de pression d'huile qui s'allume. Ça non plus, c'est pas normal. Normalement, c'est censé être comme ça. Et puis, bien sûr, dès que tu démarres, une fois que la pression d'huile monte, le voyant s'éteint. Tu peux remarquer hein, la différence. Ah, ça n'a pas bien vieilli. Hein. Pourtant, 30 000 km, la mienne 72 000. Comme quoi, bon, la mienne, elle a été toujours à l'intérieur. Et puis, bon, on va dire, je suis un petit peu maniaque peut-être. Bref, c'est pas le problème du jour. Le problème, donc, c'est ces bruits tout à fait anormaux au niveau distribution. Ce qui est encore plus inquiétant, comme je viens de te le dire, c'est qu'elle a que 30 000 km. Pour avoir une ordre d'idée, la mienne à 72 000, j'ai jamais rien fait sur la distribution, ni les tendeurs, ni chaîne, rien, tout est d'origine. Contrôle du jeu soupape régulièrement, mais ça bouge jamais sur les 990.
Et celle-là, par contre, il y a déjà eu un remplacement a priori. J'ai pas la facture sous les yeux, mais de ce que le gars m'a dit, chez KTM, ils ont remplacé les tendeurs de chaîne. Là, quand tu entends le bruit. Donc, première chose à faire, déjà, il faut tout démonter parce que là-dessus, tu vois bien que tu n'as absolument accès à rien. Donc, il faut enlever le réservoir qui doit faire à peu près 250 litres. Avec ça, avec un plein, tu fais le tour de France. Parce que dans un premier temps, je voudrais tester la sonde de pression d'huile qui, si je dis pas de conneries, est deux têtes. Si c'est comme sur le 1190, elle est située au milieu entre les deux cylindres, un truc inaccessible. Parce que déjà, il faut voir si ça fonctionne ou pas. De ne pas avoir de témoin, ça me plaît pas. Il faudrait pas qu'on ait pas de pression d'huile ou pas assez de pression d'huile. On n'en serait pas informé éventuellement si la sonde ou le témoin est en panne. Et du coup, ça peut expliquer que les tendeurs qui sont hydrauliques ne fassent pas leur boulot. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Je crois que oui, mais de toute façon, tu vas comprendre au fur et à mesure. Déjà, on attaque le démontage. Déjà, la boîte à air, c'est exactement pareil que sur le 990. Je m'attendais à un autre système de filtre, vu que c'est des carbus là-dessus. Bref, on verra ça. Je reprécise, comme à chaque fois, hein, c'est pas mon métier, je suis pas mécano de base, donc je fais ça, on va dire, par passion. Hein. Comme j'ai quand même plusieurs KTM à mon actif et que les gens autour de moi savent que j'aime bien bricoler ces motos-là. Puis bon, faut bien le dire, c'est souvent en panne. Là, les mecs, ils vont être contents, là, les haters, là, des haters de KTM, là. Bon, on a déjà pas mal démonté. Première chose, le problème de témoin de pression d'huile, j'ai trouvé. Hein. La sonde de pression d'huile se trouve ici, bien dégueulasse là. Et comme tu vois, elle n'est pas branchée. Donc forcément, ça peut pas allumer le voyant. Le fil, il est en bas tout au fond là. On va essayer d'aller repêcher. Hop. Et là, normalement, magie, on a envoyé une pression d'huile. Déjà ça a été vite vu. Est-ce que le dernier qui est intervenu a oublié de la rebrancher? Est-ce qu'elle était mal branchée? Est-ce qu'elle s'est débranchée toute seule? Je sais pas, je m'en fous. Déjà un problème de régler, donc c'est déjà pas mal. Ça aurait été bien du coup de pouvoir la démarrer pour voir si le témoin de pression d'huile s'éteint. Ça m'aurait indiqué si on avait un problème de pression d'huile ou pas. Sauf que maintenant que tout est démonté, ça fait quand même chier de tout remonter juste pour faire un démarrage. Donc je pense que je vais poursuivre sur le contrôle déjà des tendeurs de distri, voir à quel niveau ils en sont. Vérifier le calage. À y être, on va faire le jour soupape. The next day.
Avant d'aller plus loin, donc j'ai démonté les bougies, histoire que le démarreur tourne sans trop forcer. Et l'idée, donc je vais essayer quand même de voir sur le démarreur si on a la pression d'huile qui monte. Normalement, à peu près 30 secondes de démarreur, en principe, le voyant doit s'éteindre. S'il ne s'éteint pas, problème. A few moments later. Ça pue la merde. Bon, j'ai remonté tout le merdier. Avant d'aller plus loin, quand même, je veux m'assurer que ce putain de voyant d'huile il s'éteint. Je voudrais pas qu'on ait un problème de pression d'huile. Et là, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Il faut la remettre en route. Donc j'ai remis les bougies, les bobines bien sûr. J'ai remonté le système de carburation sans la boîte à air parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. On n'a pas besoin de boîte à air, pas de filtre, on s'en fout. J'ai mis une nourrice pour l'arrivée d'essence. Il y a la pompe en bas là ici. Ça descend à la pompe et ce tuyau là renvoie l'essence ici. A priori, ça doit démarrer. Ah, la batterie! Déjà, on a de la pression d'huile, comme tu as vu, dès que le moteur se met en marche, le voyant s'éteint. Au début, il ne s'est pas éteint tout de suite, je sais pas, bon après ça arrive, le temps que la pression arrive, bon. Si on se fie à la sonde, qui normalement sur ces moteurs-là, elle est quand même assez précise, s'il y avait le moindre manque de pression d'huile, en principe, le voyant s'allumerait. Donc on va considérer et partir du principe que la pression d'huile est bonne. J'ai déjà tout redémonté, j'ai ouvert le cache-culbut cylindre arrière, j'ai mesuré le jeu aux soupapes, j'ai contrôlé la distance qui reste pour le tendeur de chaîne. Donc la procédure là-dessus, il faut mesurer la distance entre le bouchon du tendeur et la culasse, une fois qu'on a dévissé le bouchon. Donc on a 7 mm et demi, la tolérance minimum c'est 6. Si tu as 6, ça veut dire que en fait, ton tendeur hydraulique il est trop loin dans la culasse, donc forcément tu as moins de distance entre ton bouchon et ta culasse, ce qui veut dire que tu as une usure soit de la chaîne, soit des patins, soit un peu tout quoi. Donc la tolérance c'est 6 mm minimum, là on n'y est pas encore. Donc pour le cylindre arrière, pour moi, il n'y a rien d'anormal, le jeu aux soupapes est bon. J'ai pas filmé le détail de tout le démontage, la mesure du jeu aux soupapes, etc. Si ça t'intéresse, j'ai déjà fait un tuto à ce sujet, donc c'est pour ça que là on va pas s'attarder là-dessus. Tuto assez complet. Comme tu mets fort sympathique, je te mets un lien quelque part par là en haut là. Donc là je vais remonter tout le merdier sur le cylindre arrière pour pouvoir dépiger le vilo, faire tourner, mettre le cylindre avant au point moro et refaire donc toute la même procédure à l'avant pour vérifier d'où vient ce putain de problème. Bon je crois qu'on a mis le doigt sur le problème. Donc comme je te disais, côte mini c'est 6 mm, là on a 5,4, c'est ça. Donc de mesurer entre la culasse et le bouchon. Ce qui veut dire qu'en fait lui il est en bout de course, il est trop rentré à l'intérieur de la culasse pour réussir à aller tendre la chaîne, mais il manque de débattement. Pourquoi? Il y a plusieurs possibilités. La plus probable c'est une chaîne détendue. Ouais, le kilométrage est assez faible, mais bon après, est-ce que ça a une longévité
moins bonne sur les 950 ancienne génération que sur les 990. Sur les 990, moi en tout cas, j'ai jamais eu de problème. Quoi qu'il en soit, je vais voir avec le gars ce qu'il veut faire. On m'a dit qu'il existait des bouchons et je viens de regarder, effectivement, ça vaut pas très cher, ça vaut 50 balles la paire. En fait, c'est tout connement le même bouchon, mais un petit peu plus long, ce qui fait que tu vas pousser le tendeur un petit peu plus loin et réussir à tendre ta chaîne correctement. Bon, ça reste une méthode, c'est un peu de la triche, hein. C'est une compensation, on va dire, histoire de pouvoir patienter un petit peu avant de éventuellement refaire la distrie. Ça, c'est pas moi qui vais décider. 1 week later. La décision qui a été prise, c'est donc de remplacer les deux bouchons de tendeur de distrie. Comme tu vois, il y a une légère différence de longueur. Je crois qu'il n'y a pas grand chose. Il y a 2 ou 3 mm. Donc les origines 17,53. Les rallongés 20,10. Donc c'est ça, ça fait un petit peu moins de 3 mm. C'est pas grand chose, mais du coup, ça devrait suffire à rattraper le peu qui manquait pour revenir dans la tolérance constructeur. Donc cette fameuse distance entre le bord du bouchon et la culasse. En fait, on va juste venir pousser le tendeur plus loin pour forcer à tendre un petit peu plus la chaîne. C'est peut-être pas la solution la plus conventionnelle, on va dire, mais on n'est pas les seuls à le faire puisque les bouchons sont fabriqués exprès pour ça. Ça va permettre de prolonger un petit peu la durée de vie de la chaîne. Évidemment, si là elle est trop détendue, c'est que de toute façon dans tous les cas elle est usée. Écoute, le gars il veut faire cette solution là, ça va nous permettre de voir si vraiment ça fonctionne. Ça sera peut-être pas suffisant, on aura toujours peut-être un bruit de chaîne. Dans ces cas là on ira plus loin. Lui l'idée c'est de mettre les deux bouchons là, histoire de faire durer un petit peu plus sa distribution et à terme faire les deux chaînes d'un coup. Voilà. Bon là après c'est plus le même travail, c'est plus le même budget, donc pour l'instant on va faire ça. Écoute, on va vite être fixé, donc j'ai tout remonté comme pour le premier essai, sans la boîte à air, sans rien. J'ai foutu ma nourrice, tout est rebranché. On croise les doigts. Oh, tu l'as vu la flamme? Bon, je pense que tu entends clairement une différence de bruit avec le début, hein. Je vais voir, peut-être je vais superposer 2 clips à la suite ou quelque chose comme ça, histoire qu'on se rende bien compte de la différence. Je sais pas si ça sera très audible, mais moi je te le certifie qu'en réalité c'est très flagrant la différence. Là pour moi elle fait un bruit tout à fait normal. Donc ce qu'on va faire, je vais remonter tout ce qui a remonté vite fait là hors caméra et on va peut-être aller se faire un petit essai routier, histoire de voir un peu comment ça roule ce truc.
qu'est-ce que ça donne, ce petit essai routier. Routier! Et routier? Les routiers, c'est des pilotes en voiture. Ah bah écoute, il y a beaucoup de vent, hein. Je sais pas si on va trop m'entendre, mais ça marche plutôt bien cette petite connerie. C'est un petit peu le même caractère que le 990. Un léger cran en dessous dans les hauts régimes, j'ai l'impression. Bon après c'est pas non plus le but recherché, mais putain. Et le confort, oh là 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 là, le confort. T'es assis sur un canapé. Le moteur fonctionne parfaitement bien. Absolument plus aucun bruit de chaîne de distribution. Donc cette vidéo aura permis de montrer que ça fonctionne quand même, hein, cette réparation. Chacun en pensera ce qu'il voudra. Dans tous les cas, là pour l'instant ça marche. Combien de temps, je ne sais pas. Ah, c'est super à conduire quand même comme bécane, c'est génial. Si toi aussi tu as un 950 ou un 990, peu importe, n'importe quel moteur LC8, que tu as donc des bruits de chaîne comme c'était le cas sur celui-là, tu sais qu'il existe cette solution là pour une cinquantaine d'euros et quelques heures de travail bien sûr. Tu peux réussir à redonner on va dire un second souffle à tes chaînes de distribution. Évidemment, encore une fois, je pense que ça sera pas non plus éternel, mais imaginons ça tient 10-15 000 km de plus avant de refaire du bruit. Et là bien sûr bon, on se lancera dans le remplacement des chaînes, les patins, la totale. Par contre là c'est plus le même budget, je crois que de tête, si tu veux refaire toute la distribution dans les règles pour les 2 cylindres, il y en a pour à peu près 250 ou 300 euros de pièce. Les chaînes c'est 100 euros pièce. Il faut rajouter les 2 guides avant, les 2 guides arrière. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura éventuellement aidé à régler un problème de distribution. Si tu veux plus de détails sur toute la procédure pour le démontage complet avant d'accéder aux arbres à câbles pour pouvoir contrôler le jeu au soupape, etc., je le répète, j'ai déjà fait un tuto ultra détaillé là-dessus, donc c'était sur un 990, mais c'est exactement la même chose. Il y a 2-3 trucs qui changent, hein, du fait que là c'est pas un corps d'injection mais de carbu. On se retrouve très vite pour la suite des aventures mécaniques, certainement avec la 125 Supermoto. Ça sera donc le 3e épisode qui nous réserve encore quelques surprises. Ne devrait pas tarder aussi le retour de la puce, la fameuse puce. Alors on m'a dit qu'il fallait dire pour parce que c'est allemand, autrichien, hein. Excusez-moi monsieur, je suis français. La puce va donc pas tarder à revenir. J'ai déjà trouvé toutes les pièces, le panier est fait, il n'y a plus qu'à valider. D'ici quelques semaines ça devrait reprendre l'avancement sur cette moto. On commencera par la réfection complète du moteur. Après il y aura le châssis. Il y a tellement de choses à faire sur cette moto. Bref, ça sera pour plus tard. En attendant, je te dis adieu.